Alors, je suis ici aujourd'hui en compagnie de Georges Karam dans le cadre de la préparation de la grande conférence que je vous réserve le 7 juin prochain. Je rencontre aujourd'hui M. Karam. Bonsoir, M. Karam. Bonjour, bonsoir. Merci, Tim. Pour commencer, j'aimerais bien savoir qui se cache derrière Georges Karam. Merci, mais merci pour me donner cette opportunité d'ailleurs donc de partager l'histoire parce que je trouve toujours c'est comme ça qu'on s'inspire. C'est comme ça, on parlait tantôt des rêves. Moi, je pense que c'est l'élément le plus important au début pour un entrepreneur ou n'importe quelle personne qui veut devenir entrepreneur, c'est de rêver, d'oser avoir un peu ses idées, ses rêves. Parce que pour moi, les rêves deviennent des visions puis deviennent des actions après. Donc, qui est Georges Karam? Ben, c'est simple. Georges Karam, c'est un père de famille. La première chose qui est le plus important pour moi, Absolument. avec deux beaux enfants, 28 et 26 ans. Donc, j'ai 54 ans. Je suis arrivé à Montréal il y a 35 ans. Donc, Déjà, bravo. En 1990, durant la guerre, à la fin de la guerre civile au Liban. Donc, je suis d'origine libanaise, né au Liban, élevé durant malheureusement la guerre civile qui avait commencé en 75. Et finalement, en 90, j'ai eu la chance, l'opportunité donc de quitter le pays puis m'installer au Canada, qui a vraiment été, je dirais, l'élément déclencheur qui m'a aidé à réussir. Et donc, surtout, avoir l'opportunité, la chance d'étudier, de faire une famille, d'avoir un emploi, puis éventuellement commencer, démarrer mes entreprises. Devenir entrepreneur. Exactement. Donc, on part du Liban avec le rêve de la réussite, sans forcément celui d'être entrepreneur, puis on se retrouve au Canada, puis on devient entrepreneur. Comment avez-vous fait ce cheminement-là? C'est un très bon point, une question, parce que, enfin, tout le monde me demande parfois, genre, est-ce que tu rêvais toujours d'être entrepreneur? Puis je dis non. Pour moi, la réussite, c'était pas défini par l'entrepreneuriat. D'ailleurs, ça, c'est très important de le dire, c'est pas tout le monde qui va être entrepreneur. Puis la réussite, ça dépend de qu'est-ce qu'on veut faire, quelque chose qu'on aime faire, puis qu'on le fasse très bien. Ça, c'est pour moi déjà la réussite. Mais moi, clairement, j'étais influencé par ma famille, par mes parents. Donc, pour moi, la définition de la réussite, surtout selon mon père, c'était bon, être un bon catholique, aller à l'église, avoir une très bonne éducation. Donc, pour lui, c'était académique. Académique, certainement, médecin, avocat, ingénieur, évidemment, ça, certainement. C'est très, très commun. C'est très commun dans nos pays. Oui. Et puis, se marier, avoir une maison, une famille, puis des enfants. Exactement. Voilà. Et donc, moi, j'ai quitté le Liban avec cette idée que je vais m'installer au Canada, je vais étudier, je vais me marier, avoir une maison, des enfants, puis c'est ça la réussite. Oui. Et c'est ce qui est arrivé. Oui. C'est ce qui est arrivé. Et pour moi, j'avais cru que j'ai réussi. C'est là où est-ce que j'ai commencé à sentir un peu que cette réussite est devenue comme une prison pour moi. Oui. C'est comme le statu quo La vie de salarié. Oui, ben c'est pas la vie de salarié. Moi, j'aime ça, les changements. Et j'ai senti rapidement, après juste à peine 2 ans de travail, malgré que j'ai passé par beaucoup de difficultés pour réussir, que j'avais besoin d'un changement. Oui. Et je réalisais que je suis à l'aise avec le risque de prendre, donc de sauter dans l'inconnu un peu. Et c'est ce que j'ai fait en 97 d'ailleurs, 2 ans, à peu près 2 ans et demi après mon emploi comme un programmeur en technologie. Donc, vous êtes programmeur de formation? De formation, j'ai eu un bac en informatique. Donc, on a ça en commun. Moi aussi, je suis ingénieur informatique avec un bac en informatique aussi, programmeur de formation. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on passe de programmeur informatique à devenir entrepreneur? Quel est le parcours? Puis, si vous pouvez partager avec les gens qui nous écoutent, quelques difficultés et comment vous les avez surmontées? Bien, tu vois... Qu'est-ce qui est important toujours dans la vie, c'est reconnaître nos forces et faiblesses et puis il faut se concentrer sur nos forces. Oui. Tu sais, on a aussi parfois une tendance de dire, même avec nos enfants, on va travailler leurs faiblesses, on va leur rendre plus forts, on investit tellement d'énergie sur des faiblesses qui ne nous donnent pas beaucoup de résultats. Et donc, moi, c'est quelque chose que j'ai appris. Focus sur tes forces dans la vie. Okay? Puis laisse tes faiblesses, des faiblesses à côté. Donc, moi, honnêtement, je n'étais pas un bon programmeur. J'aimais pas ça non plus.
J'avais pas encore découvert les pilules pour TDAH parce que j'avais TDAH. Donc, moi, m'asseoir puis programmer toute la journée, c'était hors question. Oui. J'ai découvert que vous avez une certaine aisance, une force de gérer les clients puis avoir un peu la account management puis les ventes. Et donc, je me suis rapidement dirigé donc dans la compagnie où est-ce que je travaillais comme un gestionnaire de compte avec les clients. Et j'ai découvert vraiment que j'avais un talent là-dedans. Le contact humain. Exactement, le contact humain, la gestion du projet, le timing, etc. Je suis très organisé. Et à un moment donné, j'ai eu vraiment comme un peu d'ennui dans la compagnie, un peu de frustration par rapport à comment les choses étaient organisées. Et c'est là où est-ce que j'ai pris une décision. Parce que pour moi, il y a quelque chose dans la vie que si je suis pas content, j'aime faire un changement, j'aime pas être victime. Exactement. Et donc, quand j'ai réalisé que pour moi, pourquoi prendre encore le risque d'aller dans une autre compagnie et réaliser que ça va être à peu près pareil, parce que, et j'ai décidé de convaincre un de mes collègues qui était un très bon programmeur, parce que avoir un partenaire complémentaire, c'est très important, surtout quand on se lance en affaires. Et donc, j'ai convaincu Claude, qui travaille avec moi, puis un ami de l'université, libanais aussi d'origine. J'ai dit, Claude, on va se lancer en affaires ensemble. Et c'est comme ça qu'en 97, j'ai eu ma première expérience entrepreneuriale. Oui. Est-ce que la première expérience a été la bonne? Jamais, jamais. C'est pas pour cela. On parle toujours des entrepreneurs, puis on se rappelle juste quand ils ont réussi. Mais on oublie toutes les années. Donc, parce que pour moi, je pense que c'était la 3e ou 4e expérience qui a fonctionné finalement. Je me suis lancé en affaires avec Claude en 97. J'étais déjà marié. Je me suis marié jeune. J'avais déjà une fille. À Noël, ma fille était déjà née. Et Claude et moi, on s'est lancé en affaires. Ça allait bien, pas assez bien. Et 2 ans après, mon fils, il allait naître. Et j'ai eu l'idée folle de retourner au Liban en 99. Parce que ça faisait 10 ans que j'étais au Canada, puis bon, j'ai la nostalgie de retourner à nos sources. Et donc, j'ai convaincu mon ex-femme, qui était ma femme dans le temps, qu'on va déménager au Liban. Et puis pour elle, c'était vraiment un choc parce qu'elle ne voulait pas aller vivre au Liban, mais elle m'avait supporté et suivi. Puis ça, c'est pour moi aussi. Je dis toujours l'importance de notre partenaire à la maison, d'être derrière nous. Mais je l'ai promis que si on n'arrive pas à réussir au Liban, si on n'a pas des belles opportunités, un bon niveau de vie, on retournera au Canada. Et c'est ce qui est arrivé. On a fermé la compagnie, j'ai vendu la maison. J'avais Joseph, mon fils, il est né il y avait 2 semaines ou 3 semaines. Et on part au Liban avec 2 jeunes enfants et l'espoir de réussir. Ça a pris 6 mois que j'ai réalisé que ce n'était pas le bon choix pour moi. Ça ne fonctionnait pas. J'ai démarré une 2e entreprise au Liban. Puis je réalisais que le Liban, malgré cette nostalgie, c'est un pays qui va être mon pays pour aller se ressourcer, visiter des vacances. Et le Canada va être mon pays où est-ce que je vais bâtir et je vais élever ma famille. Et tu vois, pour moi aussi, il y avait une certaine leçon de leadership. Puis ça, c'est, je pense, très important pour les entrepreneurs et les dirigeants. C'est d'avoir le courage, donc, 1, de prendre une action, mais 2, reconnaître si ça ne fonctionne pas et donc admettre. Et c'est ça qui fait que ton équipe, que ce soit à la maison, que ce soit ton équipe au travail, va te faire confiance. Parce qu'ils vont savoir que si Iselin a pris une décision, elle va être responsable jusqu'au bout, puis elle va admettre si la décision n'était pas la bonne. Et c'est ça qui fait toute une différence. Et savoir rebondir aussi si on fait une erreur. Et ça, c'est tous des habiletés essentielles pour être entrepreneur, parce que c'est de pouvoir se relever de nos chutes, apprendre de nos expériences pour se propulser encore plus loin. Puis pour faire ça, c'est la persévérance. On parle toujours de la persévérance. Mais pour avoir la persévérance, on a besoin du temps. On a besoin donc de gérer. Donc ça revient toujours. Moi, j'aime ça faire comme des formules quasiment pour aller à la source. Parce que tu sais, on peut parler de la persévérance et tout, mais si tu n'as pas l'argent, le financement pour soutenir ton projet, c'est bon que tu sois courageuse et persévérante. Ça ne sert pas à grand-chose si tu n'as pas le temps. Et donc ça, c'est un élément très important quand on parle du risque en entrepreneuriat. Surtout lorsqu'on est en phase de démarrage. Surtout au démarrage, toujours, mais surtout au démarrage. Et puis, honnêtement, parfois, je vois des entrepreneurs qui se lancent sur les réseaux sociaux parce que je pense qu'ils veulent juste
aller chercher des likes, où est-ce qu'ils vont parler de risque, que c'est comme si quelqu'un se lançait en entrepreneuriat, c'est comme quelqu'un, il saute d'un avion sans parachute, puis il bâtit la parachute en descendant. Je dis, mais c'est quoi cette affaire? C'est impossible. Qui aurait fait ça? Si j'ai jamais entendu quelqu'un qui est sauté sans parachute puis a survécu. C'est un mythe, finalement. Mais ça, tu donnes aussi tu donnes le mauvais message parce que quand tu prends un risque, mais il faut que ce soit un risque calculé. Qui va te permettre d'avoir assez de temps pour réussir. Parce qu'on pense toujours qu'on va réussir dans 6 mois ou 12 mois, mais la réalité, c'est toujours différente. Et il faut donc prévenir que ça prend 18 mois, 24 mois minimum avant qu'on commence à avoir des résultats. C'est le syndrome de la réussite micro-ondes qu'on dit. Les gens veulent réussir instantanément sans forcément faire les sacrifices et persévérer pour y arriver. Oui, et puis ils vont faire leur planification en conséquence. Puis là, tu arrives, tu prends un risque, tu quittes ton emploi ou tu investis ton argent dans un restaurant, dans n'importe quoi, et tu penses que dans 1 mois, tu vas être profitable. Puis là, tout d'un coup, le mois, tu n'as pas eu tes revenus, tes ventes, tu fais quoi? Tu es obligé de fermer. Donc, même si tu es persévérant, même si tu as une bonne idée, même si tu es intelligent, même si tu as une bonne vision, ça ne fonctionne pas. Donc, moi, je dis toujours, d'ailleurs, je l'ai lu dans un livre, je l'ai volé, c'est qu'il me dit, planifie, rêve comme un optimiste, mais planifie comme un pessimiste. Parce que c'est ça qui arrive dans la réalité, puis il faut rêver pour être entrepreneur. Absolument. Donc, planifier, puis faire des scénarios de pessimiste par rapport donc au cash et tout, c'est pas qu'on est négatif, c'est juste qu'on est réaliste puis on fait les choses de la bonne façon. Oui. Alors, je vais revenir sur votre parcours avec toutes ces belles leçons entrepreneuriales. Vous arrivez au Canada, vous avez essayé une entreprise, ça n'a pas marché, vous partez, vous revenez et là, expliquez-nous votre parcours jusqu'à la télévision et à l'émission populaire dans l'Œil des Dragons. C'est ça. Donc, on est retourné en 2000. Donc, je suis parti fin 99. 6 mois après, on était là. Évidemment, l'an 2000, c'était une année très spéciale. Là, je n'avais pas le choix. Il fallait que je retourne comme un employé parce que j'ai essayé la première compagnie, deuxième au Liban. Donc, à un moment donné, je ne pouvais pas abuser de la bonté de Denise et donc ma femme, mon ex-femme maintenant. Et donc, j'ai trouvé un emploi dans une compagnie en technologie toujours dans les centres d'appel. Moi, c'était ça un peu mon domaine. Mon premier emploi était dans une compagnie de technologie dans le domaine de télécom. J'avais Claude comme mon premier partenaire. Et entre-temps, j'avais rencontré aussi François Lambert, qu'on est devenus des très bons amis et collègues de travail. Parti au Liban, François a changé de job. Je suis retourné à Montréal. Et donc là, j'ai été la même compagnie où est-ce que j'avais un mandat de consultation avant et ils m'ont embauché comme un directeur de vente. Donc, je suis retourné dans l'équipe de vente. Et donc là, je devais me calmer un peu. Mais je me sentais que j'ai vraiment... j'ai eu un échec, c'est-à-dire j'ai amené ma famille au Liban et donc j'avais besoin de trouver une motivation. Donc la première chose, j'ai dit, tu sais quoi, je vais aller faire un MBA. Donc je me suis inscrit à l'HEC pour faire mon MBA le mois de septembre 2000. J'avais commencé à travailler février. Mais entre-temps, je me sentais vraiment encore que ça ne sera pas assez pour moi. Il fallait que je fasse quelque chose. J'avais toujours le même pattern. La volonté de se surpasser. C'est ça. Et donc là, François Lambert, en même temps, n'était pas aussi heureux dans son poste. Il voulait un changement. C'est là où est-ce que François et moi, on a parlé ensemble. Puis on a cofondé notre première compagnie Ahiva en 2000. Et c'est cette compagnie-là, en technologie, en tout cas, à faire une histoire courte, parce qu'elle a eu aussi beaucoup de up and down, comme on dit au début, parce que notre plan initial et où est-ce que c'est Ahiva maintenant et la réussite étaient complètement deux choses différentes. Ça aussi, c'est une autre leçon d'entrepreneuriat. Il faut avoir l'esprit ouvert puis s'adapter au marché. Aux réalités. Parce que ça aussi, il y en a beaucoup d'entrepreneurs qui sont tellement... qui croient à leur idée, puis c'est juste eux qui croient à l'idée, puis il n'y a personne. Donc c'est la troisième fois qui a été la bonne. La troisième, ça a pris 3 ans, à peu près, ou 4 ans après. Parce que là, on a commencé, on avait une idée, ça n'a pas fonctionné, on avait changé, on est devenus des consultants, mais toujours avec Ahiva. Parce que là, je ne pouvais pas de nouveau avoir un autre failure, ça sera la 4e, là, ça a arrêté la fin pour moi. Et donc là, on avait... Pour cela, parfois, on dit on n'a pas de plan B, là. Ni François, ni moi, on voulait retourner des employés. On a eu, donc là, on a fait de la consultation et de là, ça nous a créé une opportunité. Et donc, notre réussite, donc notre première réussite est venue de Atalka, qui était donc un
un spin-off, si tu veux, donc de AIVA. Et c'était un centre d'appel. Donc là, on avait réalisé qu'un de nos clients de AIVA cherchait des outsourcers, on appelle ça, donc des fournisseurs de services. Et on a dit pourquoi pas. Donc, nous, on est bon en technologie, on va être correct de gérer un centre d'appel. Donc, parfois, l'ignorance t'aide aussi en affaires parce que gérer de la technologie des centres d'appel et gérer un centre d'appel, c'est pas la même chose. Là. Mais bon, on a embarqué là-dedans et ça a eu des réussites un peu plus vite que qu'est-ce qu'on espérait d'ailleurs. Et cette compagnie Atalca qu'on avait cofondée encore, qu'on avait spinné off en 2003, quand on l'avait vendu en 2012, on avait 3000 employés, plus que 100 millions de chiffre d'affaires. C'était notre première réussite. Félicitations. Jusqu'à où vous êtes prêt à aller pour réussir vos rêves?